Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Ah, le Brésil, ses plages de rêve, ses carnavals et sa forêt amazonienne qui ferait rêver plus d'un voyageur. Eh bien, figurez-vous qu'avant d'y aller, moi, c'était pas un pays qui m'attirait tant que ça. Il aura fallu un beau coup du sort pour que je m'y rende finalement. En fait, je me trouvais dans la ville colombienne de Leticia, juste à la frontière avec le Brésil, et j'ai des amis de Suisse qui ont décidé pile à ce moment-là de venir passer quelques semaines de vacances à Rio de Janeiro. J'ai donc traversé tout le pays pour les rejoindre et je me propose tout de suite de vous raconter nos aventures et de vous parler des aspects du Brésil qui m'ont fait changer d'avis sur ce pays. Nous avons donc passé 2 semaines ensemble au Brésil, entre la région de Rio et de Sao Paulo pour terminer aux célèbres chutes d'Iguaçu. Je crois que les appréhensions que j'avais de base sur le Brésil étaient surtout dues déjà au décalage culturel qu'il peut y avoir avec le reste de l'Amérique du Sud, parce qu'on change quand même de langue, et puis parce que j'avais l'impression que le niveau d'insécurité était quand même un peu plus élevé que dans les autres pays. Alors au niveau du portugais, au final pas trop de soucis, il suffit d'un mélange de français, d'espagnol, d'anglais pour réussir à se faire comprendre un peu partout. Par contre, au niveau de l'insécurité, j'ai trouvé que mon ressenti était quand même en partie justifié. Comme souvent en Amérique du Sud, elle est souvent présente dans les grandes villes, et la violence liée aux favelas par exemple n'est que très rarement directement visible. Mais j'ai quand même rarement vu autant de personnes qui s'arrêtaient comme ça dans la rue pour venir me prévenir qu'il fallait que je range mon téléphone quand je le sortais, ou alors senti des regards un peu insistants et pas forcément bienveillants sur moi. Les consignes de base à Rio par exemple, c'est de toujours vous déplacer en taxi quand vous changez de quartier, et de toujours sortir avec le minimum de valeur sur vous, surtout si vous allez dans des endroits où il y a de la foule. Pour vous donner un exemple concret, le premier jour où je retrouve mes amis, on s'était donné rendez-vous à 8 h à l'hôtel, et la première chose qu'on décide de faire, c'est de se rendre à la célèbre plage de Copacabana pour profiter du soleil. Alors le cadre est exceptionnel, le matin comme ça en plus il n'y a pas encore trop de monde sur la plage, et on s'émerveille de nos premières visions de Rio, un cocktail à la main. Après une bonne baignade, je reviens au linge pour m'allonger et faire bronzette, mon sac est à mes pieds et je passe comme ça une demi-heure à essayer de me rendre compte de la chance que j'ai d'être là. Enfin, ça c'est jusqu'à mon réveil et que je me rende compte que mon sac a disparu et qu'aucun de nous quatre n'a réalisé que quelqu'un était passé le prendre. Ah, quel bon début de vacances! Heureusement, il n'y avait pas grand chose de valeur à l'intérieur. Enfin, à part ma petite caméra, ce qui explique que vous aurez moins de vidéos et plus de photos en illustration. Bref, moi je rentre en maillot de bain à l'hôtel, et pour ne pas rester sur cette première mauvaise expérience, on décide d'aller visiter le monument le plus célèbre de Rio, le Christ Rédempteur du Corcovado. Alors, pour la petite histoire, ce monument emblématique de Rio a été conçu par le sculpteur français Paul Lodowski, et elle est inaugurée en 1931 pour commémorer les 100 ans de l'indépendance du Brésil. Elle mesure 30 mètres de haut et fait aujourd'hui partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Et pour les petits curieux qui se demandent comment une telle prouesse architecturale a pu être faite, dites-vous que la statue a d'abord été construite en pièces détachées dans un atelier, puis montée façon Lego au sommet de la colline. Pour monter jusqu'au sommet du Corcovado, il y a une route, donc vous pourrez le faire avec un véhicule ou à pied, mais pour moi, la manière la plus sympa de le faire, ça reste quand même de prendre le petit train à crémaillère qui monte à flanc de colline. Pour tous les Suisses qui me regardent, vous ne devriez pas être trop dépaysés, puisque c'est une entreprise helvétique qui l'a construit, et que c'est vraiment le même type de train qu'on peut trouver dans nos Alpes. Une fois arrivé au sommet, en plus du Christ Rédempteur, vous pourrez apprécier une magnifique vue sur la ville de Rio. Enfin, ça c'est si vous arrivez à vous frayer un chemin à travers la foule de gens qui se pressent sur cette petite plateforme. Et vous pourriez aussi croiser quelques singes et les tout mignons coatis, un animal emblématique du Brésil. Bon, pour le moment, c'est l'heure de la redescente. On va aller se reposer un peu. Et demain, au programme, c'est la visite du quartier Santa Teresa, l'un des plus célèbres de Rio. En fait, Santa Teresa, c'est le quartier où on a décidé de se loger, et franchement, si vous allez à Rio, je vous conseille vivement de faire de même. L'ambiance y est très animée et festive, et il y a tout un tas de bars et de restaurants très sympas, avec des terrasses à même la rue. Personnellement, c'est vraiment à cet endroit que j'ai commencé à comprendre ce qui allait me plaire au Brésil. C'est vraiment ces endroits comme ça, où on peut partager à manger et à boire avec ses proches,
proches dans la bonne humeur. Après, j'espère pour vous que vous ne tomberez pas à Rio pendant la période des inondations, parce que nous on s'est fait un peu piéger comme ça dans un restaurant, et je peux vous dire que rentrer à l'hôtel avec de l'eau sale jusqu'aux genoux sans trop savoir sur quoi on marche, c'est vraiment pas agréable. Santa Teresa, c'est aussi dans ce quartier que l'on trouve les fameux escaliers Celarón, construits avec plus de 2000 carreaux de céramique provenant de 120 pays différents. C'est en l'honneur de la Coupe du Monde 1994 que cette œuvre d'art gigantesque a vu le jour, et ce sera le lieu idéal pour vos meilleures photos Instagram. Pas loin des escaliers Celarón, vous pourriez aussi en profiter pour aller faire un tour dans l'iconique tramway jaune de Santa Teresa, qui vous emmènera dans les quartiers huppés des hauteurs de Rio. Voilà, bon, c'est bien beau tous ces jolis endroits touristiques à Rio, mais je vous avoue que nous, il y avait quand même un truc qui nous attirait particulièrement, et d'ailleurs qui attire une grande partie des gens qui viennent dans cette ville, c'est bien sûr le carnaval. Bon, de toute façon, on n'y était pas à la bonne période puisque le carnaval de Rio a toujours lieu durant le mois de février, voire début mars, en fonction des dates de Pâques. Les festivités durent une dizaine de jours, et franchement je connais 2-3 personnes qui sont allées et qui m'ont bien confirmé que c'était quelque chose à vivre. Même si le défilé passe un peu partout dans la ville de Rio, le meilleur endroit pour l'admirer reste encore le Sambodrome, un stade qui a été construit spécialement pour cette occasion et qui peut accueillir jusqu'à 90 000 personnes. Après, pour nous consoler de ne pas être là à la bonne période, un chauffeur de taxi nous a quand même conseillé de bien nous renseigner parce qu'il y a régulièrement des écoles de samba de la ville qui organisent des défilés dans le Sambodrome. On a effectivement trouvé une soirée avec des défilés, et même si c'était moins impressionnant et moins coloré que le vrai carnaval, c'était quand même très sympa à voir. Après, je ne sais pas à quel point c'est vraiment organisé régulièrement, donc renseignez-vous quand même bien à l'avance. Avant de quitter Rio, je vous donne encore quelques idées d'activités à faire comme ça en vrac. Vous pourriez par exemple prendre quelques heures pour aller visiter le célèbre stade Maracana et son musée. Ce sera l'occasion de fouler la même pelouse que les célèbres Ronaldinho, Neymar et autres légendes du football mondial. Vous pourriez aussi, durant un après-midi, organiser à l'aide de votre hôtel ou d'une agence de voyage un tour dans une favela pacifiée. Oui, parce que toutes les favelas ne sont plus forcément dangereuses à Rio. Pour ça, je vous conseille vraiment de passer par un organisme sérieux pour éviter de vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. En fin de journée, vous pourriez monter en téléphérique sur le célèbre pain de sucre tout au sud de Rio pour admirer le coucher de soleil. Enfin, ça c'est si vous avez de la chance et que tout n'est pas envahi par le brouillard, comme ça s'est passé pour nous. Et finalement, pour sortir un peu du béton et prendre un bol de nature, sachez que derrière Rio, il y a un parc national qui s'appelle Tijuca et dans lequel vous pourrez aller vous balader, observer des animaux et vous rafraîchir sous des cascades. Voilà, maintenant que Rio n'a plus de secret pour vous, je vous propose d'enfin prendre la route et de nous diriger vers la ville de Sao Paulo, mais en chemin, on va s'arrêter un moment à la plage pour profiter du soleil brésilien. Entre Rio et Sao Paulo, il y a pas mal de spots où vous pourriez vous arrêter pour profiter de la plage. Moi j'en ai surtout retenu deux qui sont beaucoup appréciés. Déjà, il y a la ville de Paraty, qui est l'une des plus grandes agglomérations qui se trouve entre les deux mégalopoles. Sa spécificité, c'est surtout son architecture coloniale, considérée comme l'une des plus belles de la région. En plus de toutes les activités liées à la plage, vous pourriez aussi en profiter pour aller vous balader dans l'un des petits villages de pêcheurs autour de Paraty
et profiter de leurs ambiances décontractées. L'autre endroit très prisé de la région où moi je me suis rendu, c'est Ilha Grande, qui à l'inverse de Paraty a plutôt une réputation jet-setteuse et festive. Après c'est pas non plus Ibiza, mais c'est vrai que la jeunesse dorée brésilienne aime bien s'y retrouver dans des villas privées ou sur des bateaux pour faire la fête. Le port principal d'Ilha Grande est quant à lui quand même assez tranquille et vous pourrez y trouver tout un tas d'agences qui vous proposeront de faire par exemple de la plongée ou alors des tours en bateau pour aller découvrir les différentes plages de l'île. Pour ce faire, nous on a préféré marcher et aller les découvrir à pied. Et franchement, je trouve qu'on a bien fait parce que sur le chemin, on a pu rencontrer des petits amis dans les arbres et on a pu aussi apprécier tous les magnifiques paysages de l'île. Maintenant, si vous voulez éviter les grosses destinations touristiques comme Paraty ou Ilha Grande, vous pourrez très bien vous arrêter dans n'importe quel petit village en bord de mer entre Rio et Sao Paulo. Moi par exemple, avant que mes amis arrivent, j'ai passé quelques jours à Ubatuba et je peux vous dire que c'est l'un des plus beaux spots de surf que j'ai fait dans mes voyages. Voilà, après notre petite pause balnéaire, on va reprendre la route en direction de la plus grande ville du Brésil, Sao Paulo. Dès notre arrivée à Sao Paulo, un sentiment un peu désagréable s'empare de notre petit groupe. On se sent tout de suite moins à l'aise dans cette ville très terne et beaucoup moins chaleureuse que Rio. Sao Paulo, c'est la ville, la vraie, avec ses tours de béton, son trafic et ses inégalités sociales. Après, bien entendu, tout n'est pas toujours négatif. Moi, j'ai par exemple beaucoup apprécié le quartier assez surprenant de La Libertad. En fait, il faut savoir que le Brésil, c'est le pays au monde où l'on compte la plus grande communauté immigrée japonaise en dehors du Japon et qu'ils ont pour la plupart décidé de se regrouper dans ce quartier haut en couleur. Les premiers travailleurs japonais sont arrivés au Brésil au début du XXe siècle pour travailler dans des plantations et aujourd'hui leurs descendants ont fait de La Libertad un petit oasis asiatique au sein d'une métropole latine. Je vous conseille de vous y rendre le week-end, jour de marché, là où l'effervescence est à son paroxysme pour vivre à fond ce décalage culturel. Après vous être bien rempli le ventre avec de délicieux takoyaki dans ce petit Tokyo, vous pourriez aussi vous rendre dans l'un des nombreux parcs de la ville pour prendre un bol d'air. Après, vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas forcément de vous éterniser à Sao Paulo, et de notre côté, on est très vite remonté dans un bus de nuit pour nous rendre à l'un des endroits les plus visités du Brésil, les chutes d'Iguaçu. Après une vingtaine d'heures de bus, nous arrivons enfin dans la petite ville prospère d'Iguaçu. Alors on va pas se mentir, la plupart des voyageurs qui se rendent dans cette ville le font pour aller visiter les chutes du même nom. Les chutes d'Iguaçu sont considérées comme l'une des plus belles merveilles naturelles au monde et elles se trouvent pile sur la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Il est possible d'aller les admirer de chacun des côtés, donc choisissez bien. Bon, tant qu'à faire, moi je suis allé voir les deux, et franchement, il y a débat. Côté brésilien, la visite est un peu plus rapide, et elle consiste principalement en une marche qui vous offrira une vue panoramique sur les 2,7 km de chute pour bien se rendre compte de la grandeur démesurée de cet endroit. Vous pourrez également prendre un ascenseur de verre qui vous descendra au cœur du bouillon pour en ressentir toute sa puissance.
Pour vous rendre à l'entrée des parcs, que ce soit du côté argentin ou brésilien, vous pourrez bien sûr passer par une agence de voyage et faire un tour organisé, mais moi je vous conseille plutôt de prendre un taxi pour être plus libre et pouvoir faire les choses à votre rythme. D'ailleurs, si vous prenez un taxi pour passer la frontière et vous rendre du côté argentin, pas de formalité particulière à remplir, eh bien vous pourriez apprécier une toute autre expérience des chutes d'Iguassou. Là, il y a 3 chemins qui vous amènent sur des plateformes où vous pourrez admirer une vue plongeante sur les 250 chutes d'Iguassou. La vue est vertigineuse et je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir pendant mes voyages. Les chutes d'Iguassou, c'est donc une grosse recommandation de ma part. Après, autour de la ville d'Iguassou, il y a quand même quelques autres activités à faire. Par exemple, son parc ornithologique, où vous pourrez admirer des dizaines d'espèces d'oiseaux venus de tout le Brésil. Vous pourriez aussi aller voir le monument qui marque la trifrontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Mais attention, l'entrée est payante et en fait c'est un peu comme un petit musée où vous pourrez admirer aussi des représentations de danse et monter dans une grande roue. Et finalement, pourquoi pas terminer votre journée dans l'un des excellents rodicios de la ville, le restaurant typique brésilien. En fait, c'est un peu comme un buffet, mais au lieu de vous déplacer vous, les serveurs tournent autour des tables pour vous proposer des brochettes de plusieurs dizaines de variétés de viandes différentes. Mention spéciale pour les traditionnels cœurs de poulet et ananas rôtis à la cannelle. Et voilà, après quelques jours passés à Iguassou, il est temps pour nous de retourner sur Rio, car nous attend notre avion pour rentrer en Suisse. Avant de conclure, j'ai encore 2 mentions spéciales à vous donner si vous voulez un peu varier votre itinéraire au Brésil. Déjà, il y a la région de Salvador do Bahia qu'on m'a chaudement recommandé. Apparemment, c'est l'endroit le plus chaleureux et festif du Brésil. Les plages y sont magnifiques et on m'a affirmé que le carnaval était encore plus grandiose que celui de Rio. Si vous êtes du côté d'Iguassou et que vous voulez passer un peu plus de temps dans cette région, vous pourriez aussi aller faire un tour dans le Pantanal. Cette région, à la lisière de la forêt amazonienne, est très connue pour l'observation des animaux sauvages et c'est aussi connu pour être l'un des plus beaux endroits au Brésil pour les sorties en nature. Par contre, faites attention parce que le Brésil, c'est très grand et du coup, à chaque fois que vous rajoutez une destination sur votre itinéraire, ça peut prendre pas mal de temps de trajet en plus. Salvador de Bahia, c'est par exemple à 35 heures de bus de Rio, donc faire des allers-retours comme ça peut très vite être fatigant. Bref, nous sommes arrivés au terme de notre voyage au Brésil. Cette étape marque également pour moi la fin d'un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. J'y aurais vécu des expériences incroyables. Bien sûr, pour les raconter, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne sur mes étapes en Colombie ou en Équateur. Si vous avez aimé suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à me laisser un commentaire pour me partager vos expériences parce que ça me soutient beaucoup. De mon côté, moi je prépare déjà les prochaines et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!